J'espère que tout le monde voit bien. Merci de l'invitation à présenter aujourd'hui. On est vraiment content de vous reparler de Béra après toutes les pauses qu'on a fait pendant la COVID puis les retards qu'on a eu dans le projet. Et donc, on va être quatre à présenter aujourd'hui. Moi, je vais partager un peu avec Son Castonguay de Sonbat, puis on va après ça céder la parole à Marie-André et Lina. Un petit plan, dans le fond, de ce dont on va parler aujourd'hui, là, un rappel du contexte de la mise en œuvre de Béra, quelques résultats qui sont finaux sur les niveaux de préparation des milieux, des résultats émergents, brièvement là, les suites du projet à venir. Fait que moi, je vais commencer avec Son par un petit rappel du contexte de la mise en œuvre, dans le fond. Vous voyez à l'écran là, l'équipe qui a démarré le projet de recherche, dans le fond. Donc, l'implantation de Béra est facilitée ou possible grâce à des fonds d'abord qu'on a obtenus des Instituts de recherche en santé du Canada. Donc, à part ça, là, les deux premières lignes sont toutes les chercheuses qui ont été impliquées dans la demande de subvention des IRSC. Et il y a trois étudiantes là, qui sont impliquées en ce moment aussi dans le projet là, qu'on voit sur la dernière ligne, Issan, Lina et Gélimar. C'est ça, donc vous avez là à droite toutes les universités qui collaborent au projet d'une manière ou d'une autre et les équipes de recherche, puis les organismes subventionnels, là, dont le ministère de l'Enseignement supérieur, puis les IRSC. Je vais laisser ça, moi, faire ce Ouais. bout-là. Ouais. Donc, laisse-moi savoir, Mélanie, si jamais on m'entend pas super bien. Donc, en fait, je vais faire un petit rappel de ce que c'est que Renverse les codes avec Béra, ce fameux programme pour les personnes peut-être moins familières. Donc, programme de résistance à l'agression sexuelle, hein, qui est la version francisée du programme EAAA développé par Charlene Sen et son équipe. Donc, c'est un programme qui s'adresse à toutes les femmes ou aux personnes qui s'identifient là, comme telles, qui étudient au niveau postsecondaire, qui sont âgées là, de 17 à 24 ans. C'est un programme qui est étalé sur 12 heures en 4 unités différentes. Ces unités-là, cette formation-là est facilitée par 2 pairs expertes qu'on appelle aussi les animatrices. Chaque groupe peut recevoir jusqu'à 20 étudiantes environ. Donc, le programme, les différentes unités là, sont animées sous forme de discussions encadrées, des jeux, des mini-conférences, des activités pratiques. Donc, c'est très interactif. Ces 4 unités-là se divisent sur différentes thématiques, abordent différentes thématiques. Donc, la première unité, on évalue les risques d'agression sexuelle qui sont commises par des connaissances et on tente de surmonter les obstacles émotionnels à la résistance aux comportements sexuels non désirés. La deuxième unité, donc on va identifier les comportements coercitifs et surmonter les obstacles émotionnels, c'est l'unité 2. Unité 1, on évalue les risques d'agression sexuelle commises par les connaissances, puis on va aussi développer des stratégies de résolution de problèmes. As-tu ouvert ta caméra? Oui. Ah oui. OK. Troisième unité, donc on explore les stratégies de résistance qui sont efficaces et on va tenter de surmonter les obstacles cette fois-ci qui sont relationnels parce qu'on sait que la majorité des agressions sexuelles sont commises par des connaissances. Puis dans cette unité-là, on a aussi 2 heures de formation aux techniques d'autodéfense ou endo, qui sont des techniques vraiment adaptées à toutes les femmes, peu importe leur capacité physique. Je pense qu'on dit qu'on voit pas. Oh. Est-ce qu'on voit maintenant? Oui, c'est ça, c'est parce qu'il n'y avait pas le son qui sortait de mon ordi. Et finalement, la quatrième unité, donc, qui s'appelle Relations et sexualité, on va aborder l'éducation sexuelle de manière plus générale et c'est ça, la quatrième unité, là, on parle de sexualité plus émancipatrice positive. Donc, il y a eu des études d'efficacité qui ont été publiées pour les essais pour l'implantation du programme en anglais, donc EAAA. L'essai contrôlé randomisé a révélé que les étudiantes qui participaient au programme démontraient une réduction du risque de tout type de viol de 50% un an après avoir suivi le programme, comparativement à celles qui n'ont pas suivi le programme. Et lorsque EAAA a été implanté en contexte réel, c'est une réduction de 42% de tout type de viol 6 mois là, après avoir suivi le programme. Je vais refermer mon micro. Non, voilà, je l'ai remis.
Donc, une petite explication aussi avant d'aller plus loin sur, dans le fond, euh, comment, pourquoi il n'y arrive pas, oh, il faut que j'y aille avec la flèche, bon, je m'excuse. Comment les ateliers permettent, dans le fond, qu'est-ce qui fait que les femmes qui participent à BERA ou à EAAA rapportent dans les 6 mois ou l'année qui suit moins d'agressions sexuelles que celles qui ne participent pas? Donc, comment ça permet de diminuer les violences? Puis il y a un modèle, dans le fond, un modèle qui a été développé là, par plusieurs chercheurs féministes dans les dernières décennies, qui sous-tend comme toute la programmation de BERA, dans le fond, qui est à la fois théorique, basée sur des données empiriques aussi, qui nous dit que dans le fond, ces facteurs-là, en premier, donc le fait d'aider ou d'améliorer la capacité de détecter le risque, de la connaissance des stratégies de résistance efficaces, puis de se sentir efficace à utiliser ces stratégies de résistance-là, va diminuer l'incidence de l'agression sexuelle qui est rapportée par les femmes. Et on observe, là, donc c'est l'étude de 2021 que vous voyez en bas là, de Charlensen, que quand les femmes participent à BERA, elles voient une augmentation de leur stratégie de résistance, de leur sentiment d'efficacité et, dans un deuxième temps, à travers d'autres variables, elles voient aussi une amélioration de leur capacité à détecter le risque, notamment par l'entremise de la diminution de l'adhésion au mythe du viol, de la diminution du blâme que les femmes peuvent entretenir envers les victimes, les femmes et les victimes, puis une augmentation, une amélioration de la perception de leur propre risque. Et donc, tout ça, toutes ces améliorations ensemble-là font que la détection du risque est améliorée et donc que l'agression sexuelle diminue. Je voulais vous les présenter parce qu'on va revenir sur ces variables-là plus tard quand on commence à évaluer la portée de BERA, etc. Puis bon, il y a des liens entre les variables aussi, mais c'était peut-être moins important pour aujourd'hui. Encore dans le contexte, donc quand on a soumis la demande de subvention aux instituts de recherche en santé du Canada, on avait ces 4 objectifs-là, donc évaluer le niveau de préparation de pré-implantation des milieux. Les milieux sont-ils prêts? On va vous parler de ça aujourd'hui. On voulait évaluer des différents éléments d'implantation, notamment ceux que vous voyez en gras, là, donc la fidélité et la portée de BERA, dont je vais vous parler aussi aujourd'hui. On avait comme objectif d'évaluer son efficacité, mais là, j'aurais aimé ça vous en parler aujourd'hui, mais on vient tout juste de commencer à analyser des résultats. Puis on est encore en recrutement de participants, donc comme on n'a pas fini le recrutement, on n'a pas les données encore sur l'efficacité, mais la 4e étape était de réfléchir aux conditions qui pourraient favoriser la dissémination de BERA à d'autres institutions que celles qui ont participé au projet de recherche. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui, c'est la première étape à laquelle on sollicitait un comité consultatif qui s'est déjà réuni par les années passées, mais on recommence donc à faire des rencontres avec le comité consultatif. Aujourd'hui, c'est une rencontre plus d'information, de transfert de connaissances, puis il y aura 2 autres rencontres dont on vous reparlera tout à l'heure. Donc, la rencontre d'aujourd'hui est vraiment remplie cet objectif-là on commence à réfléchir ensemble à ces questions-là autour de quelles seraient les conditions pour la dissémination de BERA à d'autres institutions. Donc, petite ligne, petit rappel des points de chute importants là, du projet depuis presque les tout débuts. Alors, un rappel qu'en 2018, il y a eu la création du fameux comité consultatif comprenant toutes les personnes clés du projet et de l'implantation du programme. Ça a été aussi l'année de recrutement du groupe contrôle qui est en comparaison, qui nous sert de comparaison au groupe expérimental. Le programme, je reviendrai pas sur mars-juin 2020 et février-juin 2021, qui sont des questionnaires qui ont été passés pour le niveau de préparation. Isabelle va en reparler, mais il faut se rappeler quand le programme devait être déployé pour une première fois en septembre 2020 et finalement, à cause de la fameuse COVID, ça a retardé le début de l'implantation pour que en juin 2022, finalement, toutes les formatrices et animatrices des campus qui allaient implanter soient formées ensemble à Montréal. Et les premiers ateliers là, ont été offerts en septembre 2022. On va commencer à vous présenter quelques résultats finaux, notamment sur les niveaux de préparation à l'implantation, donc qui découlent de questionnaires qui ont été transmis en mars et juin 2020. Donc, ça date déjà là, quand même de 4 ans, ces questionnaires-là. J'ai déjà présenté
à des membres du comité consultatif. Et donc, il y avait 12 personnes clés qui étaient pressenties pour être formatrices sur les 8 campus qui allaient potentiellement implanter, donc avant que la décision soit prise. Donc après, en 2019, là, le point juste avant, là, il y avait eu 2 journées de formation ici à l'Université de Montréal. Puis après, on avait sondé là, les milieux à savoir s'ils étaient prêts. Donc, on avait des questions que nous, on avait fait, notamment sur est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur Bera pour décider si vous allez implanter ou pas? Puis il y avait quand même presque les 3 quarts des personnes qui nous disaient que c'était pas suffisant l'information qu'elles avaient pour décider d'implanter ou commencer l'implantation. On leur a demandé aussi s'ils avaient un financement qui était suffisant. C'est quand même coûteux d'implanter Bera. Puis 88% nous disaient que non ou étaient en recherche. Donc, il y avait un seul milieu qui avait déjà des fonds, 2 qui étaient en démarche pour en avoir, mais les autres n'avaient pas de démarche le fait encore pour avoir du financement. On a aussi, on avait comme un questionnaire de 12 énoncés, là, qui est un questionnaire validé, qu'on appelle ORIC, là, qui est un questionnaire sur la préparation d'une organisation à mettre en œuvre un changement comme d'implanter un programme de prévention comme BERA. Donc, on le fait spécifiquement pour BERA. Et quand même, en moyenne, quand on regardait toutes les personnes répondantes sur l'ensemble des énoncés, elles se disaient quelque peu d'accord, donc presque à 5, là, ça varie d'1 à 5, 5 étant d'accord. Avec le fait que leur milieu était prêt à mettre en œuvre BERA. Mais quand on regarde, et ça varie, là, donc vous voyez la petite bulle orange là, en haut, ça nous dit que ça varie d'un milieu à l'autre de 3,3 à 4,8. Donc il y a des milieux qui sont pas mal près. 4,8, c'est comme assez près. 3, c'est plutôt mitigé en termes de niveau de préparation, donc ça variait selon les milieux. Et ça variait aussi selon disons, les dimensions de cette mesure-là. Donc, 85% par exemple, étaient d'accord, quelque peu d'accord ou d'accord, donc 4 ou 5 sur 5, avec le fait que, selon leur perception, leur organisation avait une volonté d'implanter l'erreur. Mais toutefois, il y avait d'autres éléments qui étaient disons, qui témoignaient d'un moins grand niveau de préparation, notamment presque autour de la moitié des personnes nous disaient qu'elles étaient d'accord ou quelque peu d'accord avec le fait qu'il y avait un soutien de la part de l'organisation pour implanter BERA et aussi la moitié là, qu'elles étaient prêtes à coordonner les tâches, l'ensemble des tâches qui doivent être coordonnées pour l'implantation, et même 16% là, qui disaient que non, pas du tout, qui n'étaient pas prêtes à coordonner l'ensemble de ces tâches-là. Ensuite, donc, toujours... Ah oui, je m'étais dit que j'allais enlever celle-là, c'est un peu redondant, mais je vais y aller rapidement vu qu'elle est là. Donc, toujours à ce moment-là, on avait eu des discussions avec les personnes qui avaient répondu donc, à notre questionnaire, puis des conclusions qu'il y avait des étapes qui étaient jugées nécessaires, donc pour améliorer le niveau de préparation, notamment obtenir l'approbation de la haute direction, d'une collaboration avec les associations étudiantes, de vérifier les ressources financières, développer des stratégies de com, puis mettre sur pied un comité interne d'implantation. Puis on va y revenir plus tard, là, ça, nous va vous en reparler. Puis nous, on avait proposé certaines stratégies, notamment on avait proposé d'accompagner les gens quand ils devaient discuter avec la haute direction pour expliquer le programme, le présenter, d'avoir un comité de com, des comités de formatrices et de facilitatrices ou d'animatrices, puis de transmettre des abrégés de recherche, là, un peu comme on le fait aujourd'hui, qui ont été faits là, en cours de route. Et on avait un autre questionnaire plus tard, donc en février-juin 2021, qui s'est fait dans le fond dans le cadre du projet de thèse d'honneur de Coralie Niki, qui était une étudiante au baccalauréat ici à l'Université de Montréal, qui a utilisé un questionnaire vraiment plus long, là, de 45 énoncés, qui évalue encore le niveau de préparation, mais là, de la communauté universitaire à s'engager dans la prévention des VAX. Et là, c'est pas pour une intervention spécifique, hein, c'est vraiment comme un questionnaire sur un climat sur le campus en lien avec s'engager dans la prévention des violences à caractère sexuel. Donc, on a sollicité plusieurs centaines de personnes sur tous les campus. Donc, des personnes membres d'associations, représentantes d'associations étudiantes, des personnes employées qui travaillent auprès des étudiants et qui sont impliquées de près ou de loin ou qui pourraient être impliquées de près ou de loin dans la prévention ou le soutien auprès des personnes qui auraient pu subir des violences sexuelles. Donc, 70 personnes ont accepté de participer.
Et il nous disait que, donc, il y avait 3 échelles à cette mesure-là, le déni, l'initiation et la durabilité. Les gens, en moyenne, nous disaient qu'elles trouvaient que les énoncés qui parlaient de déni, donc est-ce que l'organisation va minimiser les violences sexuelles, n'est pas consciente de l'ampleur, etc., trouvaient que ça décrivait peu leur institution. Donc 1,5 sur 4, là. Vous voyez qu'on approche quand même de la moyenne où ce serait mitigé. Mais quand même, les personnes trouvaient plutôt qu'il y avait peu de déni et trouvaient que, donc, l'initiation, c'est est-ce que l'organisation a commencé à initier des mesures, dans le fond, de prévention. Et donc, là, les participants, les répondants nous disaient qu'ils trouvaient que ça décrivait quand même bien, donc 3 sur 4, un petit peu plus que 3 sur 4. Même chose pour la durabilité, donc, percevaient que ce qui était mis en place par leur communauté, elle percevait que ça pouvait être durable dans le temps et qu'il y avait des éléments qui faisaient que ça allait être durable dans le temps. Encore là, il y avait des variations, donc, mais en fait, il n'y en avait pas. Les niveaux de déni d'initiation et de durabilité sont les mêmes, peu importe le campus, le genre des personnes qui répondaient, puis le nombre d'années d'expérience aussi en violence à caractère sexuel notamment. Mais il y avait quelques petites variations, notamment les plus jeunes, les groupes plus jeunes de 18 à 34 ans et les membres d'associations étudiantes percevaient qu'il y avait un plus grand déni de la part des universités en comparaison aux personnes répondantes là, qui étaient plus âgées, dans les groupes plus âgés ou qui n'étaient pas membres des associations étudiantes. Et à l'inverse, les groupes plus âgés et les personnes employées estimaient que leur université était mieux préparée. Donc, en termes là, pas en termes de déni, mais en termes de l'initiation, qu'elles avaient mis davantage là, d'éléments en place que les plus jeunes ou les membres des associations étudiantes pouvaient percevoir. Fait que, autre section, dans le fond, des résultats émergents. Donc, là, on parlait de ce que les milieux sont prêts, mais je vais céder la parole à Alina et Marie-André qui vont nous parler des analyses d'entrevues qui ont été faites auprès des milieux encore Oups, j'ai pas fait en mars-juin 2020. Donc, auprès des mêmes personnes, là, mais aussi, donc là, nous, on avait rencontré les questionnaires, c'était les personnes qui étaient susceptibles d'être formatrices, mais là, on a élargi à des personnes représentantes des associations étudiantes puis des directions, là, des cadres de l'université. Fait que oups, c'était pas tout de suite la discussion, mais je vais céder là, l'écran Donc, Lina et moi, on va vous présenter ces résultats préliminaires-là de l'analyse des entrevues qualitatives de BERA. Cette présentation-là vise surtout à comprendre les éléments pris en compte lors de la décision de ne pas implanter le programme de prévention BERA dans certains établissements d'enseignement postsecondaire francophone. Donc, qu'est-ce qui a motivé les comités permanents, donc les décideurs dans les universités, les étudiants et les formatrices à ne pas s'engager? Donc, on a fait 8 entretiens avec des administrateurs, 8 entretiens avec des formatrices potentielles et 7 avec des représentants d'associations étudiantes. Nos entrevues visaient vraiment à comprendre le fondement de leur réflexion, qui avait consulté comme personne et comment finalement le processus de décision avait été pris. L'analyse de ces entrevues a révélé la présence de 6 enjeux principaux qui ont soit facilité, soit entravé le processus de mise en œuvre et dans le fond, 3 obstacles qui sont vraiment spécifiques à la capacité d'implanter BERA. Et finalement, donc, les résultats sont brièvement discutés vers la fin. Donc, il y a un premier enjeu qui est ressorti de nos entretiens concerne l'adéquation entre les ressources disponibles et les besoins prioritaires à satisfaire. Donc, une majorité de participants ont souligné un manque de ressources financières, humaines et temporelles dans la mise en œuvre de la nouvelle politique et aussi du programme BERA. Et notamment aussi les ressources limitées sont associées à un décalage entre les objectifs de BERA et les besoins jugés prioritaires par l'université. Par exemple, l'université juge qu'il est important de répondre à d'autres besoins prioritaires
que la prévention des vax, des violences sexuelles, qu'il est important de rejoindre un public plus varié, plus grand, et qu'ils ont besoin d'une approche plus intégrée que BERA. D'autre part, la disponibilité des ressources et une meilleure adéquation entre les objectifs du programme et les besoins prioritaires ont été rapportés comme des facteurs qui auraient pu faciliter la mise en œuvre. Un autre aspect clé qui est ressorti est l'influence de la nouvelle loi et des nouvelles politiques institutionnelles sur l'organisation du travail. Donc, les formatrices ont particulièrement exprimé des préoccupations concernant l'impact des changements politiques sur les structures ainsi que l'offre de services. Des éléments comme les structures floues, les réorganisations majeures des processus, l'augmentation de la charge de travail, les ambiguïtés d'interprétation de la politique et le problème de promotion des droits et des services, ainsi que la reddition de comptes, ont constitué des difficultés pour la mise en œuvre de la nouvelle politique, mais aussi indirectement pour la mise en œuvre de BERA. En revanche, le développement de collaboration et la création de nouveaux postes et structures axés sur les VAX, la promotion et le suivi de l'application de la politique, ainsi que la promotion des services et la présence d'initiatives universitaires dans ce sens, auraient pu faciliter l'implantation de BERA. L'adhésion des acteurs clés aussi, comme les associations étudiantes, le bureau d'intervention de l'université et l'administration. Donc leur adhésion au programme a également été identifiée comme un enjeu majeur dans les entrevues. Par exemple, les participants ont mentionné que le manque d'engagement et de collaboration des instances universitaires pour mettre en œuvre des initiatives de prévention des vax, une attitude négative des personnes clés envers le programme BERA ont rendu son implantation difficile en milieu universitaire. À l'inverse, un engagement positif du campus pour agir sur les vax, un appui institutionnel solide de la nouvelle politique institutionnelle et une attitude positive envers BERA aurait pu faciliter la mobilisation des ressources pour son implantation et garantir la participation active des différents parties. On arrive à un autre enjeu, donc la culture et les connaissances sur les vax jouent également un rôle crucial. Donc, plusieurs participants ont noté que la nouvelle politique n'a pas été suffisamment appuyée d'informations, de directives sur les vax en milieu universitaire. Certains ont évoqué la présence d'une culture de viol et d'un climat réfractaire à la discussion des vax. En contrepartie, meilleure information sur la politique et une familiarité et une sensibilité suffisante des étudiants à cette question auraient été des facteurs facilitateurs pour les préventions proposées comme le programme PERA. Donc le processus décisionnel, on arrive au 5e enjeu, ça a été identifié comme un enjeu significatif aussi. Par exemple, le manque de rentabilité du programme, les décisions prises sans consultation adéquate des parties prenantes, comme notamment les associations étudiantes, ça revient toujours, et les réflexions aussi peu informées sur le programme ont, dans certains cas, freiné le processus de mise en œuvre. Mais à l'inverse, donc d'un autre côté, une implication active dans la prise de décision et un jugement éclairé et informé sur le programme étaient considérés comme des éléments importants pour une prise de décision favorable à l'implantation de PERA. Quand on regarde précisément le discours des administrateurs, puis comment la décision elle a été prise au sein de chacune des universités qui ont décidé de ne pas implanter, ce qu'on se rend compte, c'est que le programme BERA a été présenté en détail dans chacun des comités permanents et ces comités permanents ont tous reconnu les fondements du programme BERA et ont donné l'aval à d'autres comités pour discuter de la mise en œuvre de ce programme-là.
Mais notre problème principal et l'écueil, c'est les gestionnaires qui, eux, préalablement, avaient participé à une formation d'une journée offerte par Béra, le Staff Center et Isabelle, qui est arrivée juste au moment où on venait juste de recevoir la traduction. Et là, ça a créé des écueils. Les administrateurs ont commencé à comprendre que ça demandait beaucoup de ressources. Et là, ce groupe-là a eu des conversations informelles avec les cadres supérieurs et avec les associations étudiantes. Et c'est principalement eux qui, en discussion avec les cadres supérieurs, ont décidé de ne pas mettre en œuvre le programme Béra dans leur université. Mais dans aucune université, il y a eu des forums de discussion ouverts avec des associations étudiantes. C'était plus des présentations informelles, donc on n'a pas demandé dans aucun cas une décision des étudiants, mais plutôt une consultation informelle. Et eux, on a entendu à ce moment-là des oppositions se murmurer dans les corridors, ce qui a rendu les cadres supérieurs frileux et qui a amené à la non-implantation de Béra. Donc, on arrive finalement au 6e enjeu, donc l'adéquation du programme avec le contexte universitaire local a été soulignée. Donc, la plupart des formatrices, par exemple, ont critiqué la forme de Béra dans le sens où elles le trouvaient un peu trop rigide, coûteux en énergie et en temps, et parfois monotone à cause de l'aspect lecture dans la présentation. Puis ça rend un peu le programme un peu pas trop adapté à la réalité des participantes et des animatrices. De plus, la philosophie de Béra a été décrite par la majorité des participants comme étant excluante et responsabilisante pour les victimes, ce qui crée un décalage avec les missions du bureau, notamment le principe d'inclusion ou le fait de ne pas responsabiliser les victimes. Mais en même temps, plusieurs participants ont reconnu la pertinence de Béra, qui s'intègre bien avec les initiatives de prévention de l'université, comme les initiatives pour promouvoir le consentement sexuel, la déconstruction des mythes autour des vax. Et également, sa philosophie est considérée cohérente avec la mission du bureau d'intervention, dans la mesure où il redonne le pouvoir d'agir aux femmes, donc le côté empowerment, et ça déconstruit le blâme souvent attribué aux victimes de vax. En fait, plusieurs milieux auraient aimé que le programme soit beaucoup plus souple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on mesurait, il y avait tout un protocole de mise en œuvre. On ne pouvait pas du tout modifier le programme. La seule chose qui était permise, c'était peut-être de changer le vocabulaire de certains mots utilisés dans certains milieux. Par exemple, chez nous, à Moncton, utiliser un vocabulaire plus acadien versus des expressions plus typiques de chacune des universités, mais il n'y avait aucune autre adaptation de possible. Mais les administrateurs, eux, ce qu'ils auraient souhaité, c'est peut-être offrir leur programme en mode virtuel, d'améliorer les informations sur leur programme Béra pour mieux l'ajuster à l'orientation de l'université, de permettre une plus grande flexibilité dans le contenu disponible, par exemple, alors que le programme était 12 heures, 4 volets. Certaines universités auraient préféré présenter 3 volets plutôt que 4. Donc, devant cette impossibilité-là, plusieurs ont pris la décision de ne pas implanter le programme. Donc, les obstacles qui sont vraiment liés à la capacité d'implantation incluent d'abord une médiatisation insuffisante du programme. Donc, la plupart des participants ont rapporté une communication tardive et peu informative sur Béra, ce qui a montré une compréhension biaisée de la philosophie du programme chez certaines personnes clés, rendant difficile leur implication. En plus, la majorité des participants ont souligné que l'obligation de mise en œuvre rapide de Béra compliquait son déploiement. Donc, le moment d'implication coïncidait avec l'augmentation de la charge de travail et les réorganisations majeures des structures en raison de la nouvelle politique. Mais en plus, les services offerts sont encore peu variés dans certains milieux,
pour vraiment cibler une population en particulier. Et aussi, il y a le flou dans les rôles et la difficulté de trouver un porteur de projet au sein de l'université a aussi donc découragé l'implantation de Bera, vu que vraiment ça demandait des ressources humaines. Voilà. Puis enfin, il y a eu un manque de participation du public cible et la participation d'un public déjà sensibilisé qui a été identifié comme un facteur limitant. Ce manque d'engagement, il a été surtout observé dans d'autres activités proposées par les universités et ça a été décrit comme un facteur qui les décourageait pour implanter Bera. Donc, quand on pense à la mise en œuvre de Bera puis les raisons qui ont motivé la non-implantation dans plusieurs campus, il faut comprendre qu'il y avait des éléments hors de notre contrôle. Donc, la COVID qui est arrivée au moment où on voulait mettre en œuvre le programme, puis la loi 151, le projet de loi 151 qui est devenu une loi, puis ça a mis en place des obligations sur les universités à rejoindre un nombre important de personnes, puis une reddition de comptes. On n'aurait pas pu pouvoir prévoir toutes ces obligations-là qui sont venues vraiment être un frein important à la mise en œuvre de Bera, qui était vue comme une surcharge de travail potentiel sur certains campus. Il y a des choses toutefois que la recherche nous informe qu'on aurait pu prévoir avant, c'est d'avoir mieux préparé nos outils de vulgarisation de Bera dans les universités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été pressé par le temps, on a fait le mieux qu'on pouvait, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des écueils dans notre communication du programme, ce qui a joué dans le fait de, finalement, certaines universités qui ont décidé de ne pas le mettre en œuvre. C'est aussi les incertitudes en prévision du budget. Donc, on a eu plusieurs courriels différents. Notre budget disponible pour la mise en œuvre a été réduit à cause de l'augmentation de certaines surcharges. Donc, ça a fait en sorte que les universités devaient trouver eux-mêmes un certain montant de financement. Puis, dans la mer des besoins en violence sexuelle, pour certains campus, ce n'était pas possible de défrayer cet argent-là. On a fait aussi une formation d'un jour dans lequel on a le programme Bera. On a, par exemple, comment il s'offre, c'est qu'on doit lire des passages, mais quand on est bien pratiqué, ça va bien, puis ça se déroule bien sur le terrain. Mais il y a eu des écueils dans cette première journée de formation d'un jour-là, notamment, par exemple, il y avait des PowerPoint qui avaient encore des erreurs de français. Donc, ça a pu avoir des irritants qui ont influencé certains campus à ne pas mettre en œuvre. Il y a un imprévu qu'on aurait dû prévoir et c'était le coût de la traduction du programme, des manuels, des vidéos en français. Ça a tellement grugé le budget Bera que ça ne nous a pas permis de défrayer les coûts de la mise en œuvre dans une diversité de campus universitaires. Donc, si vous voulez mettre en œuvre un programme de prévention dans vos universités, il faut bien prévoir le processus pour éviter les mêmes difficultés que nous avons rencontrées. Donc pour conclure, cette représentation, elle illustre un peu comment l'ensemble de ces facteurs ont conjointement freiné la mise en œuvre de Bera dans certains milieux universitaires, tout en ouvrant la voie à des améliorations potentielles. Et c'est tout. Merci. Donc, des résultats émergents, on a fait la discussion. Fait que la suite, c'est l'analyse de la portée de Bera. Peut-être juste avant de vous parler de ça, je vous dis c'est quoi la portée. Dans le fond, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est voir. On a comme un groupe de comparaison qui a été recruté pendant 2 ans, qui est représentatif de 36 000 étudiantes sur nos campus. Puis là, on veut voir, dans le fond, celles qui s'inscrivent à Bera, est-ce qu'elles sont similaires ou est-ce qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à rejoindre ou qui est-ce qui s'inscrit dans le fond? Donc, quelle est la portée à ce jour? Pour mettre un peu en contexte cette portée-là, donc qui on a réussi à cibler jusqu'à présent ou à rejoindre, c'est tout d'abord, ça a débuté avec 25 personnes qui ont été formées avec la formation complète Bera, donc 18 animatrices des différents campus implantés, 7 formatrices. C'est 3 milieux qui ont mis en œuvre Bera jusqu'à présent, donc l'Université de Moncton, l'UQAC, l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal
implantent nouvellement là, cette année, donc vont débuter là, les premiers groupes cet automne. C'est 18 ateliers qui ont été offerts jusqu'à présent, donc groupes là, qui ont été offerts, ce qui a permis de rejoindre 111 participantes aux ateliers BERA depuis le début. Puis, quand on parlait tantôt là, des différentes stratégies qui avaient été proposées pour soutenir les milieux qui mettaient en œuvre BERA, mais ce qui a été fait vraiment et qui a vraiment bien soutenu quand même l'implantation, c'est tout d'abord de faciliter la communication pour les échanges. Je vais revenir sur les ressources, mais donc des rencontres trimestrielles entre les formatrices, de l'accompagnement qui s'est fait justement pour présenter le programme BERA à certaines associations étudiantes qui avaient besoin de mieux comprendre le programme. Puis au plan des ressources, ben, il y a eu un partage des ressources, donc il y a eu des carousels qui ont été montés par certaines animatrices pour vraiment bien expliquer le programme, pourquoi est-ce qu'on s'adresse seulement aux femmes, qu'est-ce que les différentes unités, les différentes thématiques, ce qui a quand même aider à mieux comprendre le programme, aider au recrutement aussi. Il y a aussi le financement du matériel et du salaire des animatrices en partie là, par le projet. Puis de former aussi tout le monde en commun, de se rallier ensemble. Je pense que ça a été une grande force là, de la mise en œuvre, ouais, des stratégies qui ont été mises en œuvre. Pour la suite, dans le fond, donc la portée, fait que on disait tout à l'heure, Sonia disait qu'il y avait comme 5 milieux qui avaient implanté, mais dans le fond, il y en a 2 qui avaient des fonds puis qui ont pu implanter. Un autre que l'Université de Sherbrooke a donné des fonds, mais c'est pas leur formatrice qui implante, c'est nous. Puis à l'UQAC puis à Montréal en ce moment aussi, c'est-à-dire on peut implanter, mais c'est nous qui faisons toute l'implantation, donc c'est pas les universités. Mais là, pour la portée, on a donc un groupe contrôle qui est représentatif, je vous disais tout à l'heure, de 36 000, de 2 cohortes d'inscription de nouvelles étudiantes en première année, pour la première fois en première année du premier cycle, 36 267 là, sur les 8 campus, versus les participantes, donc les femmes qui se sont inscrites, les étudiantes inscrites à BERA et qui ont rempli nos questionnaires de recherche, donc on en a 98. Je ne sais pas pourquoi ma flèche ne marche pas. Et donc, quand on compare ces 2 groupes-là, on se rend compte que les étudiants qui s'inscrivent ont des caractéristiques sociodémographiques qui sont différentes. Notamment, elles sont un petit peu plus âgées d'une année ou un petit peu plus. Elles s'identifient davantage à la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Elles proviennent plus de l'international ou sont résidentes permanentes et elles rapportent être plus souvent en situation de handicap ou habiter à l'extérieur de leur famille. Elle rapporte moins souvent avoir une consommation excessive d'alcool et une moins bonne santé mentale par ailleurs. Et pour les personnes qui connaissent les études sur la prévention de la violence sexuelle, vous voyez tout de suite qu'il y a plusieurs de ces caractéristiques-là qui feraient en sorte qu'elles pourraient être davantage ciblées par la violence sexuelle. Donc, il n'y avait pas de différence en termes de s'identifier à une minorité visible ou pas entre les participantes et notre groupe contrôle là, de jeunes femmes de 17 à 24 ans représentatives des 36 000 étudiants. On a d'autres variables aussi qu'on a regardées au premier temps. Donc là, c'est avant de commencer le programme. Donc, on ne voit pas d'effet du programme ici du tout. C'est vraiment juste des différences qu'on observe là, spontanément. Donc, qui va choisir de s'inscrire à BERA? Donc, celles qui s'inscrivent rapportent avoir subi davantage d'événements traumatiques durant l'enfance, davantage d'agressions sexuelles avant d'arriver à l'université. Elles vont rapporter par ailleurs moins d'adhésion aux mythes liés à l'agression sexuelle, moins de blâme envers les femmes, les victimes, une moins bonne perception par ailleurs de leur risque personnel de subir de la violence sexuelle en tant que femme et moins d'exposition antérieure aux messages préventifs. Pas de différence en termes du sentiment d'efficacité de l'autodéfense. Donc, vous voyez ici des variables qu'on disait souvent associées aussi à une efficacité dans la prévention des agressions sexuelles là, dans les études de Charles Hansen. Donc, elles ont encore là, c'est comme si on pourrait conclure de ça que les femmes qui choisissent de s'inscrire sont les femmes qui pourraient être davantage ciblées que les autres. Donc, en raison de toutes ces caractéristiques-là, certaines de ces caractéristiques-là. Certaines autres pas, mais en majorité, c'est plus des facteurs de risque. En termes de la fidélité d'implantation, donc là, on a enregistré. Ah ben, je laisse Sonia le présenter. Ouais. J'allais le dire, mais c'est elle qui va le dire. Oui, je vais couper mon son.
Donc, pour la fidélité d'implantation, alors c'est ça, les animatrices, on leur demande à chaque atelier qui est animé d'enregistrer là, de manière audio seulement les ateliers. Donc, puisqu'il y a eu 18 groupes, donc c'est 72 ateliers qui ont été enregistrés. Pour faire le test de fidélité, on a réutilisé les checklists qui avaient été bâtis à partir des manuels d'animation, donc en anglais, on les a traduits. Il y a eu des tests d'accords interjuges qui ont été faits par 3 auxiliaires de recherche et 2 de ces auxiliaires-là ont vraiment coté presque l'ensemble des ateliers. Donc, il y a eu 71 ateliers cotés. Ce qui nous amène, donc, tout atelier confondu, là, ce qui nous amène à une moyenne jusqu'à présent de 90 de fidélité. Par rapport à ce qui est prévu là, dans les manuels, au programme. Si on compare ça aux autres données de fidélité qu'on peut avoir, là, des devis quasi expérimentaux de EAAA. Donc, en comptant, le programme a été implanté en contexte réel, avec un devis quasi expérimental. On atteignait une fidélité d'implantation, une moyenne de fidélité d'implantation de 78 et dans l'essai contrôlé randomisé, ça allait jusqu'à 94 Donc, on peut dire qu'avec notre 90 on a quand même une moyenne de fidélité d'implantation assez élevée. Là. Donc, Oui, donc ça, tu sais, dans le sens de, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de faisable dans le fond? C'est quand on le fait, on l'implante, là, les animatrices sont très bien capables là, de faire le programme tel qu'il est prévu, même autant que dans un essai contrôlé randomisé. Donc, la fidélité est vraiment excellente. Est-ce qu'on a encore du temps, Mélanie? Il me reste comme 3 minutes, mettons. OK, oui, on peut prendre un sans problème. 5 minutes en tout, ouais. Ben, c'est ça, j'hésitais à vous présenter ça parce qu'on avait trop de matériel, mais pour mettre en contexte par rapport à ce qu'on fait par ailleurs de Béra. Donc, est-ce que quand on voulait implanter Béra en 2020, à cause de la pandémie, on a tout retardé, puis mais il y avait quand même tout plein de formations qui circulaient sur les campus, puis on s'est dit que ça, on l'évaluait pas bien, donc on avait besoin de voir au-delà de Béra, au-delà de ce qui est déjà offert, est-ce que Béra ajoute quelque chose? Fait qu'on a ajouté des mesures qui évaluaient l'exposition des étudiantes de notre groupe de comparaison, les 36 000, là, les 704 qui représentent les 36 000 du début dont je vous parlais. Et donc, on a regardé sur la première année d'université, donc avant l'arrivée à l'université, depuis la naissance jusqu'à l'arrivée à l'université, puis au cours de la première année à l'université, donc au moment où les politiques étaient mises en application, puis qu'on avait des formations qui étaient mises à disposition sur les campus, à quoi ils étaient exposés et est-ce que ces messages préventifs-là étaient efficaces pour améliorer certains des facteurs qu'on cible dans Béra, dans le fond. Et donc là, ici, j'ai le groupe contrôle 2018-2020 qu'on a suivi pendant 1 an. Mais donc, au premier temps de mesure, on leur demande, depuis leur naissance, dans le fond, est-ce qu'ils ont été exposés à des messages préventifs et lesquels? Puis là, je vous donne les résultats vraiment très, très globaux, là, sans aller dans le détail, mais ce qui ressortait, donc la seule chose qu'on voyait apparaître, c'était que plus le cumul des messages était grand, plus le sentiment d'efficacité d'autodéfense augmentait, mais c'était un petit effet. Donc, il n'était pas du tout de l'ampleur de ce qu'on observe dans Béra, où là, on a des effets plus moyens et grands. Et on voyait aussi aucun effet de l'ensemble du cumul des messages préventifs auxquels elles ont été exposées au cours de leur vie sur les autres variables comme l'adhésion au mythe, le blâme envers les femmes, la perception du risque, sauf ici, là, pour les stratégies d'autodéfense de manière générale, il n'y avait pas d'effet, mais quand on regarde très spécifiquement les stratégies d'autodéfense qu'elles pourraient utiliser face à une personne connue et qu'on regarde spécifiquement l'exposition au message préventif de type programme d'autodéfense, formation d'autodéfense. Donc, il y avait un très petit effet, c'est-à-dire que si, comparé à une femme qui est exposée à aucune formation d'autodéfense, il faudrait être exposé à au moins cette formation d'autodéfense pour avoir développé ou connu une stratégie de résistance efficace supplémentaire comparée à aucune formation. Donc, vous voyez qu'il faut avoir fait vraiment beaucoup de formations d'autodéfense et il y avait pas de personne dans notre échantillon qui avait fait cette formation. Mais donc, statistiquement, ça nous disait que ça aurait pris ça. Donc, l'effet est très petit et très spécifique. Et là, quand on regarde, dans la première année, on a juste la moitié de la cohorte parce qu'on a commencé à implanter ces mesures-là tard un peu dans le processus. Donc, il y en avait qui n'avaient pas les questions pour la première année.
Donc 276, mais 71 qui est quand même un échantillon représentatif. Et ce que ça nous donnait, c'est qu'il y avait un petit effet encore pour les stratégies de résistance efficaces, donc celles qui avaient une plus grande durée d'exposition pendant 1 an au message préventif offert à l'université, dans le cadre de l'université, avaient un petit peu plus de stratégies de résistance efficaces qu'elles connaissaient. Par contre, on voyait qu'il y avait un effet néfaste sur la perception du risque personnel, donc leur perception devenait moins juste par rapport à la réalité, donc elle diminuait, elles avaient l'impression qu'elles étaient moins à risque, alors que leur perception du risque était déjà pas suffisamment juste. Donc, c'est un peu complexe cette affaire-là, mais il faut que ce soit autour de 4 là, sur une échelle de 1 à 5 pour être une bonne perception. Donc, oui, il y a un risque plus élevé quand on est une femme, par exemple. Et donc, si on est en bas de 3, la perception du risque personnel nous place à risque de subir de la violence sexuelle davantage. Et il n'y avait aucun effet sur les autres variables qu'on avait étudiées. Donc, ça, c'est 2 articles. Là. Un, je voulais juste nommer son nom, mais c'est Gélimar Sanchez là, qui a travaillé sur la 2e partie des messages préventifs. Je peux présenter la dernière diapo, puis on fera la discussion. Oui, c'est ça. Donc, pour terminer les activités à venir, puis on pourra discuter de ça après. Oui. Donc, en fait, pour les activités à venir, vous êtes au courant là, que cette année, c'est la dernière année d'implantation, de mise en œuvre du programme BERA dans le cadre de l'étude d'efficacité. Ce qui aura lieu pour les personnes qui sont membres de notre comité consultatif, donc on en a déjà parlé, mais c'est vraiment toutes les activités de mobilisation des connaissances par le biais d'ateliers délibératifs. Ça va être des journées de discussion où est-ce qu'on va vraiment dialoguer, présenter certains résultats préliminaires de la recherche, mais vraiment mettre en commun les expériences des personnes concernées, des milieux qui ont implanté, mais aussi des milieux qui n'ont pas implanté. Alors, on a vu tous les obstacles, tous les enjeux qui ont été soulevés même par les personnes des milieux qui n'ont pas implanté. Donc, ça sera dans le cadre de ces 2 journées-là qu'on pourra en discuter, émettre des recommandations pour éventuellement, le but, ça va être vraiment de produire ce fameux guide d'implantation. Tantôt, la question de Dominique, ça revient un peu à ça. Donc, produire un guide d'implantation, mais établir aussi un comité un peu de veille de ces outils de dissémination-là. Donc, un guide qui va regrouper les stratégies et conditions propices à la mise en œuvre et à la dissémination pérenne là, du programme. Je sais qu'on ne me voit pas, mais là, c'était peut-être plus simple, je vois le temps, là, donc je suis avec le micro d'Isabelle. Donc, voilà un peu les prochaines activités là, à venir au cours de l'année.